Bonjour, bienvenue sur Mediapart avec un entretien autour d'un livre et autour d'un auteur, Pierre Audin. Bonjour. Bonjour. Alors vous publiez tout juste Profitation, lutte syndicale et anticolonialisme en Guadeloupe et en Martinique. Alors ça paraît aux éditions de la Découverte. C'est le résultat d'un travail doctoral, d'une enquête assez fournie avec beaucoup de terrain. Et c'est un travail qui revient sur la grève générale qui a eu lieu en 2009 dans les Antilles françaises et qui remet en perspective cette grève. Ça ne fait pas que raconter cette grève, ça la remet en longue perspective historique. Alors, pour celles et ceux qui nous écoutent, d'abord, qui n'ont pas en plus en mémoire forcément tout ce qui s'est passé il y a 10 ans maintenant, ce mot profitation, qu'est-ce qu'il veut dire dans votre ouvrage? Vous dites qu'il permet d'englober un ensemble de problématiques qui traversent les sociétés martiniquaises et guadeloupéennes. Alors, qu'est-ce qu'il capture si bien ce terme? Alors le terme de profitation, donc c'est un mot, c'est un slogan qui a surgi au moment de la grève générale en 2009 et qui effectivement ramasse un petit peu l'ensemble des problématiques. Alors à la fois la problématique de la vie chère, qui a été complètement centrale dans le mouvement, qui a été un peu on va dire la pierre de touche à l'origine des mobilisations. Et puis c'est l'idée aussi de remettre en cause le fonctionnement de la société à travers une critique assez générale de l'exploitation, donc une exploitation qui est désignée à la fois comme capitaliste et comme colonialiste, et puis qui se déploie dans tout un tas de problématiques qui lui sont concomitantes, des problématiques qui peuvent être sociales, culturelles, environnementales. Alors, je le disais, vous revenez donc sur 2009. Il était question aux Antilles de vie chère, vous venez de le dire, des mobilisations. Alors, ça a commencé sur le prix de l'essence, d'ailleurs. Oui. Je dis ça parce que vous parlez aussi de mobilisations qui débordent le cadre du travail salarié, des mobilisations qui sont caractérisées par leur radicalité, leur ampleur et leur durée. Alors évidemment, dans le contexte actuel métropolitain, ça évoque un peu les gilets jaunes, mais il y a une différence énorme qui saute aux yeux dès qu'on commence le livre, c'est la centralité des syndicats et du rôle des syndicats. Vous en parlez, enfin, vous y accordez une importance extrême dans votre ouvrage. Comment vous expliquez cette différence qu'il y a entre la métropole, où on se désole d'ailleurs de la marginalité ou en tout cas des défaites qui se sont accumulées pour les syndicats et la vivacité du champ syndical aux Antilles? Alors, la vivacité du champ syndical aux Antilles et sa spécificité, pour le dire vite, je vais revenir un petit peu Et sur... vous parlez d'exceptionnalité. Hein, Oui, bah oui, parce qu'il y a quand même un mouvement d'une ampleur et puis à la fois d'une radicalité et d'une unité. C'est ce qui surprend et qui d'ailleurs a concentré l'attention et puis pas mal l'enthousiasme de beaucoup de militants politiques, en tout cas dans l'Hexagone. C'est cette idée, voilà, qu'il y a un espèce de front large, à la fois social et politique, qui se constitue sur la problématique de la vie chère, mais avec tout un tas de problématiques qui sont connexes. Et puis, il y a aussi cette idée qu'on renoue avec une posture offensive, alors à la fois avec des mots d'ordre anticapitalistes et anticolonialistes, mais avec l'idée qu'on va aller chercher des avancées et des conquêtes sociales. Et moi, ce qui a attiré mon attention et qui a fabriqué un peu ce questionnement en tiroir, c'était de savoir quelles étaient les spécificités du syndicalisme aux Antilles pour déboucher précisément sur ces actions collectives d'ampleur, sur ces manifestations de rue. Je rappelle, mais il y a quasiment un quart de la population guadeloupéenne qui est dans la rue au moment de l'épisode El Capé. Et puis pourquoi cette projection de tout un tas de Guadeloupéens et de Martiniquais qui vont descendre dans la rue en synergie avec les syndicats, sans forcément percevoir le sens syndical de leur action. Ça, c'est le premier paradoxe. Le deuxième, c'est que en commençant ce travail d'études sociologiques pour comprendre un peu le fonctionnement des organisations et puis les relations qu'elles entretenaient entre elles, je me suis rendu compte qu'en fait, elles avaient en commun d'avoir ce qu'on pourrait dire une matrice anticolonialiste du point de vue idéologique, alors avec tout un tas de nuances organisationnelles et idéologiques, mais qu'elles étaient quand même issues de cette critique anticolonialiste qui venait en grande partie des luttes de la fin des années 60 et jusqu'au milieu des années 70. Alors, justement, c'était une question que je voulais vous poser parce que parmi les différences qu'il peut y avoir par rapport au rapprochement un peu rapide qu'on serait tenté de faire avec les Gilets jaunes, il y a évidemment cette question-là de société anciennement esclavagiste avec cette économie de la plantation. Et donc voilà, c'est cet héritage de la colonisation. Comment les acteurs locaux réussissent à lier ensemble
question raciale, question coloniale, question sociale. Est-ce que tous le font? Vous pointez quand même que tous les syndicats ne se ressemblent pas sur ce point. Il y en a qui mettent la question de l'indépendance même, donc ça c'est le cas en Guadeloupe avec l'UGT par exemple, qui met la question de l'indépendance au cœur de son identité. Et puis il y a d'autres organisations qui, elles, mettent surtout la lutte des classes en avant et qui ne parlent pas vraiment d'indépendance. Oui, si j'ai bien compris. Oui, c'est effectivement le cas. C'est en fonction des configurations et de l'histoire politique des deux îles où les mobilisations n'ont pas toujours pris les mêmes chemins et les mêmes objets. Et en Guadeloupe, par exemple, effectivement, le champ syndical est dominé depuis, on va dire, le début des années 80, la fin des années 70, par l'Union générale des travailleurs de la Guadeloupe, dont fait partie Élie de Mota, qui est le secrétaire général et qui a été porte-parole du LKP. Ouais, et qui était une grande figure médiatique. Et en 2009, il a été... Oui, qui a vraiment été sous le feu des projecteurs à ce moment-là et qui continue de rester une figure publique de la contestation en Guadeloupe qui a une audience extrêmement forte. Et donc l'UGTG prend position dès les années 70 comme étant un syndicat résolument indépendantiste et anticolonialiste, c'est-à-dire qu'il va y avoir un projet politique. Et pour appartenir au syndicat, il faut se former du point de vue culturel, du point de vue historique. Et il faut aussi, d'une certaine mesure, accepter le point de vue de l'UGTG sur la situation en Guadeloupe. Alors, évidemment, ça se fait de façon très différenciée selon les militants, leur place dans l'organisation, dans la hiérarchie. Mais il y a quand même toujours ce logiciel anticolonialiste et indépendantiste qui occupe une place tout à fait centrale. Et puis, non seulement qui joue un rôle, effectivement, dans la perception des rapports sociaux, alors on disait rapport de classe et rapport de race, dans la façon d'envisager le rapport à l'État, le rapport au patronat, mais également avec tout un volet culturel de formation. C'est-à-dire que quand on est syndicaliste à l'UGTG, il faut se former à l'histoire de la Guadeloupe, à l'histoire des résistances anti-esclavagistes, à l'histoire des résistances anticolonialistes. Et on l'évoquait tout à l'heure, mais à côté de ça, il y a des organisations qui, elles, sont, on va dire, plus proches de ce qu'on connaît dans l'extrême gauche traditionnelle, notamment avec une influence certaine depuis les années 70 du militantisme communiste révolutionnaire ou trotskiste, avec différents avatars des organisations qu'on connaît dans l'Hexagone, comme Lutte ouvrière ou comme anciennement la LCR, aujourd'hui le NPA. Et donc, ils vont avoir, eux aussi, qui vont, à partir des années 70-80, occuper des postes à la fois dans les équipes d'animation et de direction des syndicats, et qui vont chercher à conserver cette optique révolutionnaire, c'est-à-dire à conserver, à avoir une politique anticapitaliste à l'intérieur des syndicats. Donc une politique qui passe notamment en essayant de susciter l'auto-organisation, en essayant d'avoir tout un tas de réflexions politiques sur le fonctionnement de l'économie, et en pensant aussi la question de l'organisation du travail. Donc pas seulement la défense et la représentation des salariés, mais aussi de penser plus généralement la place du travail dans la société, et avec ce logiciel anticapitaliste. Alors, ces autres organisations, est-ce qu'elles arrivent à marier cette question des rapports de race avec les rapports de classe? Alors, la question des rapports de race et des rapports de classe, c'est pas forcément en termes, je dirais, d'objectifs strictement politiques, mais il y a toujours l'idée que de toute façon, à partir du moment où on touche à la question des inégalités aux Antilles, tout est imbriqué, quoi. On touche à la question de la classe et à la question de la race. Et je vais donner un exemple, mais il faut bien se rendre compte que toute une partie de ces militants qui se sont formés politiquement dans les années 70, c'est la génération de la départementalisation. Donc c'est la génération des gens qui naissent entre le milieu des années 40 et puis le milieu des années 50, et qui vont connaître le plus souvent une forme d'ascension sociale ou une forme de réussite scolaire, et qui vont se trouver très rapidement aux prises avec ces contradictions. Pourquoi est-ce qu'on est cette jeunesse qui réussit ses études, qui est mise en avant, alors que la méritocratie est aussi inégalitaire? Pourquoi est-ce qu'il continue à y avoir une misère aussi dense? Pourquoi est-ce que, finalement, ce sont les Blancs qui occupent à chaque fois les postes de direction? Pourquoi? Et donc cette critique, on va dire, à la fois anticapitaliste, anticolonialiste et antiraciste, c'est quelque chose qui va profondément marquer ces jeunes, à travers leur perception de la situation et des inégalités aux Antilles, mais aussi en fonction des circulations qu'ils vont avoir entre les Antilles et l'Hexagone ou entre les différents territoires antillais. Oui, vous faites l'histoire de ces personnes-là qui, certaines traversent le mai 68 français, rentrent ensuite dans les Antilles. Vous expliquez bien ce que vous appelez la conversion qu'ils font entre ce bain militant et puis le rôle qu'ils vont avoir ensuite dans les syndicats que vous explorez. Et vous venez de dire, c'est des gens qui sont de la génération de la départementalisation, donc le moment où Guadeloupe, Martinique deviennent des départements français à part entière. Donc, en théorie,
l'égalité citoyenne est censée être atteinte. Et vous dites, évidemment, c'est pas aussi simple que ça. Vous parlez de départementalisation incomplète qui ont façonné un entre-deux aux contours flous et instables, ni indigène ni citoyen, ni premier monde ni tiers-monde, noir majoritaire mais politiquement minoré, en parlant des Antillais. Est-ce que cette situation elle a fondamentalement changé depuis les années 70 ? On pourrait toujours prendre un certain nombre d'indicateurs sociaux ou socio-économiques pour expliquer qu'elle a changé ou pas. L'idée ici, c'est plus de se dire qu'il y a quand même une critique anticolonialiste qui perdure parce qu'il y a tout un tas de mécanismes inégalitaires qui perdurent. Alors, comme on n'a pas de statistiques ethno-raciales au sens strict du terme, on peut être précautionneux quand on parle de ça, mais on peut quand même fonctionner avec des faisceaux d'indices. Ces faisceaux d'indices, c'est la surreprésentation des populations blanches aux postes hiérarchiquement les plus valorisés, aux postes d'encadrement, avec les postes à la fois dans les administrations ou dans les entreprises qui sont des postes de direction, et puis de l'autre côté une surreprésentation des populations noires et métisses, à la fois dans les fractions, on va dire les plus paupérisées du prolétariat, du salariat d'exécution, et puis aussi parmi les chômeurs, parmi cette jeunesse qui a du mal à réussir ses études, qui a du mal à trouver du travail sur les îles. Donc il y a quand même toujours on va dire une structure sociale, une division du travail aussi, qui est racialement structurée. Et c'est pour ça que la critique anticolonialiste, même si elle n'a pas forcément la même acuité qu'elle a eue par le passé, elle continue d'avoir une forme de validité. C'est pour ça qu'elle continue de parler à toute une partie de la population, quand bien même elle n'est pas forcément favorable à l'indépendance, ou qu'elle ne se reconnaît pas complètement dans les actions entreprises par les syndicats, ou par les formations, on va dire, de la gauche radicale. D'accord. Parce qu'on comprenne bien, en fait, on voit bien que la contestation du legs colonial et la contestation de toutes les injustices sociales vont de pair, enfin, dans ce mouvement que vous décrivez dans le livre. Mais en même temps, on a l'impression qu'il y a eu un très fort mouvement anticolonialiste, dont vous dites qu'il a atteint son apogée dans les années 70, et qui malgré tout n'est jamais revenu au niveau de conflictualité ou d'intensité qu'il avait dans les années 70. Qu'est-ce qui fait que ce mouvement n'a pas perduré en réalité ? Ça, il faudrait retracer. Je vais toute la généalogie des mobilisations et puis de l'ensemble des organisations, comment elles se sont structurées. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une bifurcation très sensible au début des années 80, où l'horizon, on va dire, révolutionnaire et de la révolution nationale, de l'indépendance, commence à s'éloigner d'un point de vue politique. Alors selon des modalités différentes, en Guadeloupe et en Martinique. En Martinique, par exemple, c'est parce que le PPM et le parti d'Aimé Césaire ou d'autres partis autonomistes, comme le MIM en Martinique, ont des politiques de redistribution qui sont ambitieuses, mais aussi une forme d'autonomie associée qui est relativement favorable à la présidence de Mitterrand. Et qui vont dire, bon voilà, les luttes anticolonialistes, en tant que telles, avec lesquelles il passait des alliances dans le cadre du syndicalisme ou dans le cadre du mouvement ouvrier, elles vont être un peu mises en sourdine. Donc ça fait partie de certaines de ces trajectoires historiques. En Guadeloupe, c'est différent, c'est le grand coup de main, c'est la période où les indépendantistes essayent de fonctionner en tant que parti politique, et ça conduit relativement à un échec. En revanche, ce qui est extrêmement sensible et ce qui va ressortir très fortement au moment de l'épisode du LKP, c'est que toutes ces traditions critiques et toutes ces traditions anticolonialistes et révolutionnaires, elles continuent à certains moments de pouvoir agir comme des façons de décrypter le monde social et de lier un certain nombre de problématiques avec un certain nombre de solutions. Et c'est ce que vont faire les syndicalistes coalisés à l'intérieur du LKP en Guadeloupe ou du collectif du 5 février en Martinique, d'être remobilisés, toute cette grille de lecture anticolonialiste pour dire, bon ben voilà, la question de la vie chère, elle ne vient pas de nulle part. La question de l'accès à l'emploi dans un territoire comme le nôtre, il ne vient pas de nulle part. Et puis toutes les questions environnementales, toutes les questions culturelles, toute la question de l'échec scolaire, tout ça ne vient pas de nulle part, ce sont des inégalités structurelles. Et dans un moment particulier, alors qui est vraiment extrêmement particulier, parce que le reste du temps, c'est pas forcément des courants qui sont vraiment dominants politiquement, là, ça fait mouche. Ça fait mouche parce que ça atteint des parts significatives de la population qui vont se dire, mais oui, en fait... Ça fait écho à l'expérience vécue, quoi. En fait, ils ont raison. Et toutes les structures de pouvoir, à la fois économiques et politiques, je pense à des figures comme le préfet qui vont être ciblés par les revendications, et puis un certain nombre de responsables politiques locaux, en Guadeloupe comme en Martinique, qui vont être interpellés, vont se trouver un peu pris à défaut.
en disant, ils vont être surpris par cette précision et cette acuité et par les revendications qui sont mises en place. Et à ce moment-là, comme ils sont temporairement pris à défaut, les syndicalistes qui sont mobilisés paraissent comme étant plus crédibles que les élites économiques et politiques qui revendiquent le pouvoir en temps normal. Alors, je le disais, il y a effectivement ces deux points saillants qui sont le rôle des syndicats dans ces mobilisations exceptionnelles de 2009. Il y a cette spécificité qui est la critique anticolonialiste qui a joué un rôle majeur. Mais il y a effectivement toutes ces résonances avec le mouvement des Gilets jaunes sur la vie chère, sur le fait que les frontières syndicales, partidaires sont un peu explosées par le profil des gens qui se mobilisent, parfois pour la première fois. Donc forcément, je suis un peu intéressé par avoir votre avis, vous qui êtes un sociologue des mobilisations d'une certaine façon, par avoir votre avis sur comment on peut interpréter le mouvement des Gilets jaunes. Est-ce que vous seriez d'accord avec Samuel Hayat qui s'exprimait dans Mediapart et qui voit dans les Gilets jaunes le début d'un nouvel âge des mouvements sociaux, selon lui caractérisé par le fait qu'il y a des nouvelles personnes qui arrivent dans cet espace des mouvements sociaux qui auparavant étaient exclus dans les dernières décennies, et par le fait que peut-être on va avoir un mouvement social parfois de plus basse intensité, mais dont la conflictualité va jamais s'arrêter, enfin en tout cas à moyen terme. Je ne saurais pas exactement dire comment je me positionne par rapport à Samuel Hayat et par rapport à cette taxinomie. Moi, je suis toujours un peu sceptique avec l'idée des nouveaux mouvements sociaux, parce que c'est comme le Beaujolais nouveau, en fait. À chaque fois qu'il y en a un qui sort, on a un nouveau mouvement social, mais c'est le même tous les ans. Donc, bon, la ressemblance que je verrais, moi, entre ce qui s'est passé en Guadeloupe et en Martinique et ce qui s'est passé au moment des Gilets jaunes, c'est ce débordement massif, multiforme, avec tout un tas de secteurs de la population qui vont rejoindre les mobilisations, et parfois avec énormément de conviction et énormément de radicalité, cette idée un peu de tout de suite, et donc ce débordement qui se donne à voir. Moi j'aime bien les mots de Sophie Vanish quand elle dit, historienne de la Révolution, et qui dit une révolution c'est toujours cette espèce de frémissement, cette espèce de subjectivité nouvelle qui émerge dans le moment. Et je pense qu'il y a vraiment eu ça, à la fois au moment des mobilisations du LKP, et là avec les Gilets jaunes. C'est-à-dire cette idée à un moment donné, bah oui, là c'en est trop, là on descend dans la rue, là on se réapproprie nos conditions matérielles et morales d'existence, là on dit qu'on existe politiquement. Et parfois, c'est à la fois cette espèce de quant à soi, et puis cet enthousiasme collectif qui vient que, voilà, on se sent pris dans la mobilisation. La grande différence par contre, entre ce qui s'est passé en Guadeloupe et en Martinique en 2009, et ce qui s'est passé dans le cours de la mobilisation des Gilets jaunes, à mon sens, c'est que il y avait toute une plateforme de revendications qui avait été élaborée conjointement par les différents syndicats, avec tout le respect d'un espèce d'ordre organisationnel, c'est-à-dire tout un tas de discussions préalables, et qu'il y avait à la fois des adversaires, des requérants qui étaient clairs pour ce mouvement. C'est-à-dire qu'il y avait des revendications qui ciblaient l'État, il y avait des revendications qui ciblaient le patronat, et tout ça était quand même assez strictement délimité. Et puis il y avait un espèce de... Voilà, au niveau du porte-parole, ces questions-là étaient réglées en avant, étaient réglées, je dirais, par avance. Les syndicats, en tout cas, s'étaient mis d'accord sur comment on va fonctionner. Là où dans le mouvement des Gilets jaunes, ça s'est fait vraiment au fur et à mesure de la mobilisation, et puis à la fois les questions économiques et les questions démocratiques qui ont été au cœur du mouvement des Gilets jaunes ont été une élaboration complexe, contingente, qui a reflété toute l'hétérogénéité du mouvement, mais qui n'avait pas, on va dire, cette espèce de fil à plomb organisationnel qu'il y avait vraiment en Guadeloupe, et qui est, moi, à mon sens, précisément cet héritage du corpus idéologique qui est porté par les syndicats indépendantistes, les organisations anticolonialistes, et puis les organisations anticapitalistes sur place. Et comment sont perçus les Gilets jaunes aux Antilles ? Alors, moi, j'ai vu circuler des choses, mais là je vais être pas très sociologique, pour le coup, c'est plus des choses sur les réseaux sociaux, mais il y a eu quand même un sentiment de familiarité, cette idée que c'est le peuple qui descend dans la rue, et que c'est le peuple tout entier, et que ce ne sont pas simplement des revendications, on va dire sectorielles, qui se mettent en place, mais bien l'idée que on va vers un mouvement d'une ampleur sociétale. Et les Antillais ont regardé ça avec une forme un peu je pense un peu de fierté, en disant bon, on était quand même un peu précurseurs de
truc-là. Et puis avec l'idée aussi de nous, on a gagné quand même avec ça. Bon, au moins temporairement. Et cette victoire syndicale et politique que le LKP et le K5F arrivent à arracher en faisant valoir leurs revendications. 200 € d'augmentation à la fois pour les bas salaires et les minima sociaux, le gel des prix dans les grandes surfaces, et puis tout un tas de mesures à la fois contre la hausse du prix des loyers, sur l'eau, sur l'électricité, enfin tout un tas de mesures sur lesquelles ils avaient gagné. Moi j'ai en souvenir cette très belle image à la fin du mouvement, quand Jean-Marie Nomertin, alors moi j'y étais pas, mais que j'ai eu l'occasion de visionner, où un des leaders de la CGT fait reconduire la grève à main levée, non seulement parce qu'ils ont gagné, mais pour être sûr que les accords soient appliqués. Et il y a toute une foule massée devant le palais de la Mutualité à Pointe-à-Pitre qui vote à main levée pour s'assurer que non seulement les revendications ont bien été entendues, mais qu'elles vont être appliquées, quoi. Oui, en vous écoutant, je me dis qu'on dit souvent, quand on parle de l'atonie du mouvement social en France, que la dernière victoire, c'est avoir fait tomber le CPE, à l'époque c'était en 2006, mais finalement la dernière victoire c'est peut-être plutôt 2009 aux Antilles, quoi. C'est peut-être une vision un peu trop métropolito-centrée, je ne sais pas comment il faut dire. Je ne saurais pas exactement comment il faut le dire, mais en tout cas c'est vrai que cette idée-là qui demeure assez forte et assez présente dans le souvenir des militantes et des militants, l'idée qu'on peut allier en fait cette boussole où on a le plus de monde possible sur la ligne entre guillemets la plus radicale possible dès le début. Là, je ne dis pas seulement radical dans le sens de faire du radicalisme, mais qu'on peut se donner les moyens d'une politique qui est offensive, ambitieuse, de renouer avec cette idée de, on ne va pas simplement avoir des luttes défentistes, mais on va aller chercher une augmentation du pouvoir d'achat pour l'ensemble des salariés et de la population. Bon, ça fait partie quand même, je pense, des acquis du mouvement ouvrier international. Je ne sais pas s'il faut le dire du mouvement ouvrier français, je pense qu'il ne le prendrait vraiment pas très bien, mais du coup du mouvement ouvrier international. Ouais. C'est ce que je continue de trouver à la fois intéressant et aussi un peu émouvant dans cette mobilisation et dans ce souvenir du LKP d'il y a 10 ans, quoi. Oui, vous parlez d'émotion, c'est ça qui est, je trouve, quand on lit le livre, qui est assez frappant, c'est qu'on voit que c'est un livre de sociologues, de politistes, il y a tout un lexique qui va avec, tout un jeu de références où on voit bien votre ancrage et votre sérieux disciplinaire, donc c'est un livre rigoureux de ce point de vue-là, mais on voit à fleur quand même une sensibilité en fait, de vouloir restituer cette histoire qui est finalement assez peu racontée. Alors aux Antilles, je ne sais pas, mais en tout cas en métropole, je pense que c'est un des premiers documents aussi fouillés, en tout cas avec autant de témoignages, qui est publié sur cette période-là. J'ai l'impression que c'était important pour vous de restituer cette histoire-là, celle de 2009, et puis toute l'histoire qui a permis 2009. Quoi. Oui, moi je suis assez attaché à cette idée-là Alors, au départ, j'ai commencé à travailler effectivement sur la grève générale et sur le LKP, et assez rapidement, j'ai eu ce questionnement un peu en tiroir avec la question du syndicat, avec la question des luttes anticolonialistes des années 60-70. Et puis, ce qui m'a intéressé, c'était de ne pas enfermer le présent dans le présent. C'est-à-dire cette idée de restituer à la fois l'épaisseur sociologique et historique de cette mobilisation, en faisant de la confrontation entre des témoignages, entre des militantes à différents niveaux de la hiérarchie, que ce soit des responsables syndicaux, des vieux de la vieille, on pourrait dire, sans vouloir leur manquer de respect, mais des vieux de la vieille de la lutte syndicale et anticolonialiste, et puis des gens plus récemment arrivés dans les organisations, pour aussi comprendre pourquoi est-ce qu'ils avaient rejoint des organisations syndicales après LKP, pour savoir ce qu'il en restait. Et je suis assez content d'être parvenu à faire tenir ensemble cette mosaïque de paroles qui sont différentes. Je ne suis pas sûr que les syndicalistes antillais vont apprendre beaucoup de choses en lisant ce livre. Je ne pense pas vraiment. J'espère par contre qu'ils s'y reconnaîtront un petit peu et qu'ils se diront, bon voilà, il y a quand même eu ce travail de fait pour faire parler, pour revenir sur ces événements et pour revenir sur cette histoire des luttes, parce que c'est une histoire qui est importante, je pense, et qui... Voilà, encore une fois modestement, à laquelle j'ai essayé de contribuer et qui avait jusque-là été assez peu présente en fait dans le travail de la sociologie des mouvements sociaux, de l'histoire du mouvement ouvrier. Très bien, merci Pierre Rodin d'être venu présenter ce travail, Profitation, lutte syndicale et anticolonialisme en Guadeloupe et en Martinique. Merci à vous, et puis vous pouvez
Retrouvez cette vidéo et l'ensemble des entretiens de Mediapart sur notre site et notre chaîne YouTube. Merci.